2 ans. 2 longues années s'étaient écoulées depuis cette nuit glaciale de décembre. Mais pour Émile, chaque seconde était gravée dans sa chair, comme une brûlure indélébile. Le vent de la Méditerranée fouettait son visage alors qu'il se tenait sur le vieux port de Marseille, les mains plongées dans les poches de son vieux blouson. Les lumières scintillantes des yachts luxueux, amarrés un peu plus loin, contrastaient violemment avec la modeste façade de l'immeuble où il vivait dans le quartier populaire du Panier. C'était un gouffre, une frontière invisible mais infranchissable entre son monde et celui de Juliette. Il avait 22 ans à présent, mais le garçon de 20 ans qu'il était alors, naïf et éperdument amoureux, lui semblait être une vie lointaine, presque une autre personne. Émile travaillait comme mécanicien dans un petit garage familial, les mains toujours tachées de graisse, le corps fatigué mais l'esprit rempli de rêves simples, ouvrir son propre atelier, voyager un peu et surtout partager sa vie avec Juliette. Juliette Dubois. Son nom résonnait encore dans sa tête, doux comme une mélodie, mais désormais teinté d'une amertume insupportable. Elle était l'incarnation même de la grâce et de l'élégance, une étoile inaccessible. Fille de l'influent homme d'affaires, Philippe Dubois, dont la fortune s'étendait des chantiers navals aux hôtels de luxe, Juliette évoluait dans un monde de galas, de robes de créateurs et de sourires forcés. Émile l'avait rencontrée par hasard, lors d'une livraison pour son père au domaine des Dubois, une villa somptueuse perchée sur les hauteurs de la Corniche. Leurs regards s'étaient croisés, et contre toute attente, une étincelle avait jailli. Elle avait été curieuse, amusée par sa simplicité, et lui, hypnotisé par sa beauté et son rire cristallin. Pendant quelques mois, ils avaient vécu une romance secrète, faite de rendez-vous volés au coucher du soleil, de balades sur des criques isolées et de conversations chuchotées sous les étoiles. Émile avait cru que leur amour transcenderait les barrières sociales. Il avait cru en elle. Et puis, il y avait eu ce bal de charité, le grand événement annuel de la famille Dubois, auquel Juliette l'avait étonnamment invité. Son cœur avait battu la chamade. Il s'était senti comme Cendrillon, prêt à entrer dans un monde enchanté. Il se souvenait encore de l'humiliation, la musique assourdissante, les rires feutrés des invités en tenue de soirée, les lustres étincelants. Il s'était senti mal à l'aise dans son costume emprunté, mais le sourire de Juliette l'avait rassuré. Jusqu'à ce moment. Le moment où, au milieu de la piste de danse, sous les regards amusés de ses amis, elle l'avait poussé, le faisant trébucher et s'étaler de tout son long, un verre de champagne se renversant sur sa chemise. Ses amis avaient éclaté de rire. Juliette avait souri, un sourire froid, presque cruel. « Oh, Émile !» avait-elle dit, sa voix pleine d'une fausse compassion. « Tu es tellement maladroit. Tu n'es vraiment pas à ta place ici. » Les mots avaient été des couteaux. Chaque rire une piqûre. Il s'était relevé, le visage en feu, les yeux embués de larmes de rage et de honte. Il avait vu le mépris dans les yeux de ses amis, la moquerie à peine dissimulée de Juliette. Il était le divertissement de la soirée, le pauvre garçon du quartier qui avait osé rêver trop grand. Il s'était enfui, courant à travers les jardins immenses, le cœur brisé, l'âme meurtrie. Ce soir-là, en rentrant chez lui, sous la lumière blafarde d'un lampadaire, il avait juré. Juré que cette humiliation ne serait pas sa fin, mais son commencement. Il avait juré que le garçon maladroit et crédule n'existerait plus. Un regard sombre et déterminé balaya la mer agitée. Le reflet des lumières dans ses yeux n'était plus celui de la douleur, mais celui d'une flamme ravivée. Il avait attendu. Et maintenant, il était temps. Le lendemain de cette nuit fatidique, le monde d'Émile s'était effondré. Le soleil de Marseille, d'ordinaire si réconfortant, lui semblait moqueur, éclairant sans pitié les fissures de son existence. La honte était un poids physique, une chape de plomb qui l'empêchait de respirer. Il avait essayé de se cacher, de disparaître, mais les murs du Panier étaient trop fins. Les nouvelles voyageaient trop vite. Les regards de pitié de ses voisins, les murmures des commères, les sourires en coin de certains jeunes de son âge qui avaient entendu parler de l'incident du bal, tout cela le rongeait de l'intérieur. Son père, Antoine,
Un homme robuste aux mains calleuses avait tenté de le réconforter maladroitement, comme tous les pères. « Laisse tomber, mon gars, c'est le monde des riches, ils sont pas comme nous, tu vaux mieux que ça. » Mais les mots sonnaient creux. Émile savait qu'il valait mieux que ça, mais le problème n'était pas sa valeur intrinsèque, c'était la façon dont il avait été traité, comme un objet, un jouet. La trahison de Juliette était une blessure ouverte, et chaque souvenir d'elle, même les plus doux, se transformait en poison. Il avait tenté de la joindre, de lui demander des explications. Des dizaines d'appels sans réponse, des messages ignorés. Finalement, un après-midi, il avait osé se présenter devant le portail imposant de la villa Dubois. Un garde du corps l'avait repoussé sèchement. « Mademoiselle Dubois n'est pas disponible, et elle ne souhaite pas vous voir. Compris ?» La voix était froide, sans appel. Ce n'était pas seulement Juliette qui l'avait rejeté, c'était tout un système, une forteresse inexpugnable. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Émile avait perdu l'étincelle qui le rendait si attachant. Il travaillait machinalement au garage. Sa passion pour la mécanique s'était éteinte. Ses amis, même les plus fidèles, le sentaient distant, muré dans un silence amer. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Ces questions tourbillonnaient sans cesse dans son esprit, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Il se sentait stupide, faible, et la colère montait, lente mais inexorable. Cette colère, il l'avait dirigée contre lui-même. Il s'était reproché sa naïveté, son aveuglement. Il avait cru aux contes de fées, aux amours impossibles. Mais la réalité était bien plus cruelle. Les Dubois n'étaient pas seulement riches, ils étaient puissants. Leur influence s'étendait partout. Quelques semaines après l'incident, une opportunité qu'il avait attendue toute sa vie, un apprentissage dans un grand chantier naval pour devenir ingénieur, avait mystérieusement disparu. « Désolé, Émile », lui avait dit le contremaître, l'air gêné. « On a eu un imprévu, le poste est pourvu. » Il n'avait pas eu besoin d'en dire plus. Le nom Dubois n'avait pas été prononcé, mais son ombre planait sur tout. Le sentiment d'injustice était devenu insupportable. Ce n'était plus seulement une question de cœur brisé, c'était une question de dignité bafouée, de futur volé. Il ne pouvait pas laisser cela impuni, il ne pouvait pas se laisser détruire. Mais comment un simple mécanicien du panier pouvait-il se mesurer à la puissance des Dubois? La question le hantait, le tourmentait. Il avait besoin d'une solution, d'une porte de sortie, d'une arme. Un soir, alors qu'il errait sans but le long des quais, le regard perdu dans l'obscurité, une silhouette se détacha de l'ombre d'un vieux bateau de pêche. Un homme âgé, le visage buriné par le temps, une casquette de marin vissée sur la tête, l'observait d'un air curieux. C'était Monsieur Jean, un ancien armateur à la retraite, réputé pour son flair en affaires et son passé un peu mystérieux. « Tu as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules, gamin, » dit Monsieur Jean d'une voix rauque. « Le chagrin, ça te ronge, mais ça peut aussi te forger. Tu cherches quoi au juste? L'oubli ou la force de te relever ?» Émile leva les yeux, une lueur d'espoir vacillante dans son regard. Monsieur Jean tendit une main rugueuse. « J'ai peut-être quelque chose pour toi. » Une autre voix, mais ce ne sera pas facile. La proposition de Monsieur Jean avait été une bouée de sauvetage inattendue dans l'océan de son désespoir. L'homme, qui avait fait fortune dans le transport maritime avant de se retirer, avait une réputation mitigée. On le disait à la fois généreux et impitoyable en affaires. Mais Émile n'avait plus rien à perdre. « La force de te relever », avait-il répondu. Sa voix à peine audible. « Je veux la force de ne plus jamais me sentir impuissant. » Monsieur Jean avait hoché la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Alors, suis-moi, mais sache que ce chemin ne mène pas à l'oubli, il mène à la transformation. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'apprentissages intenses et exigeants. Monsieur Jean ne lui avait pas offert de pitié, mais une discipline de fer. Il l'avait initié au rouage complexe du commerce international, des marchés boursiers aux stratégies d'investissement. Émile, qui n'avait jamais quitté Marseille, se retrouva à étudier des rapports financiers, à comprendre les fluctuations des devises, à apprendre l'art de la négociation.
Monsieur Jean lui avait aussi enseigné l'importance de l'observation, de l'analyse des faiblesses de l'adversaire et surtout de la patience. « La vengeance est un plat qui se mange froid, mon petit », répétait-il souvent. Mais la justice, elle, demande une préparation minutieuse. Émile passait ses journées dans la petite annexe de Monsieur Jean, un bureau encombré de cartes maritimes et de vieux livres, loin du garage de son père. Il lisait, étudiait, absorbait chaque information comme une éponge. Le soir, il rentrait chez lui épuisé, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux. Il avait arrêté de se lamenter. La douleur de la trahison s'était transformée en un moteur puissant, une source inépuisable de motivation. Il s'entraînait aussi physiquement, courant le long de la corniche, musclant son corps, affûtant son esprit. Il ne voulait plus être le garçon maladroit, il voulait être inébranlable. Cette transformation n'était pas sans sacrifice. Il s'était éloigné de ses anciens amis, qui ne comprenaient pas sa nouvelle obsession. Il passait moins de temps avec son père, qui s'inquiétait de le voir si absorbé. « Tu te reconnais encore, Émile ?» lui avait demandé un jour Antoine, le front plissé. « Tu es devenu si sérieux. » Émile avait souri, un sourire teinté de mélancolie. « Je suis en train de devenir celui que j'aurais toujours dû être, papa. Celui qui ne se laissera plus marcher dessus. » Au fil des mois, Émile découvrit qu'il avait un talent inné pour les affaires, une intuition aiguisée, une capacité à anticiper les mouvements. Monsieur Jean le mettait au défi, le poussait dans ses retranchements, et Émile répondait toujours présent. Il avait commencé à investir de petites sommes, à faire fructifier ses économies, à bâtir discrètement son propre réseau. Il apprenait les codes d'un monde qu'il détestait, mais qu'il savait devoir maîtriser pour survivre, pour vaincre. Est-ce que je fais ça pour moi, pour ma propre dignité, ou est-ce que c'est juste pour lui montrer qu'elle a eu tort, pour la faire souffrir comme elle m'a fait souffrir? Cette question le taraudait parfois au milieu de la nuit. Il ne voulait pas devenir un monstre, mais la soif de justice était si intense. Il voulait qu'elle comprenne la portée de ses actes, qu'elle ressente, ne serait-ce qu'un instant, la brûlure de l'humiliation. Un après-midi, alors qu'il parcourait un journal économique, son regard tomba sur un article. La famille Dubois annonçait un grand projet immobilier, un complexe de luxe sur la côte, dont le lancement serait célébré par un gala somptueux dans 6 mois. Le nom de Juliette était mentionné comme étant en charge de la communication de l'événement. Émile sentit une décharge électrique le traverser. Son cœur, qui avait été si longtemps endurci, se mit à battre plus fort. Le gala, l'endroit parfait, le moment parfait. Un sourire froid étira ses lèvres. La partie allait commencer. 2 années s'étaient écoulées depuis le jour où Émile avait croisé Monsieur Jean. 2 années de labeur acharné, de nuits blanches et de sacrifices. Le jeune mécanicien du panier avait disparu, remplacé par un homme affûté, au regard perçant et à l'assurance tranquille. Ses mains n'étaient plus tachées de graisse, mais portaient des montres discrètes et coûteuses. Ses vieux blousons avaient cédé la place à des costumes sur mesure, élégants et sobres, taillés par un tailleur du centre-ville, choisis avec les conseils avisés de Monsieur Jean. Il avait appris à parler, à se tenir, à évoluer dans les cercles où l'on chuchotait les noms des puissants. Il était devenu Émile Delacroix, un jeune investisseur prometteur dans le secteur des énergies renouvelables, un domaine que Monsieur Jean avait judicieusement exploité. Il avait choisi ce nouveau nom, Delacroix, en hommage à sa grand-mère maternelle, une femme forte et résiliente. Ce n'était pas une fuite, mais une renaissance. Son entreprise, bien que modeste par rapport aux empires comme celui des Dubois, commençait à faire parler d'elle. Il avait réussi quelques coups audacieux, gagnant le respect de ses pairs et l'attention de certains acteurs majeurs. Il avait bâti son petit empire avec intelligence et discrétion, toujours avec le souvenir de cette nuit d'humiliation comme carburant. Le grand gala des Dubois approchait à grands pas. C'était l'événement de l'année à Marseille, l'inauguration de leur nouveau complexe hôtelier de luxe, les Voiles d'Or. Émile avait suivi les préparatifs de loin, ses informateurs lui rapportant chaque détail. Il savait que Juliette serait au centre de toutes les attentions, rayonnante et fière.
Son plan était prêt, méticuleusement élaboré. Il ne s'agissait pas de faire un scandale, mais de réintroduire sa présence dans leur monde, non pas comme une menace évidente, mais comme un égal, un concurrent. Sa première apparition devait être indirecte, un simple passage. Il avait arrangé une rencontre d'affaires dans un restaurant étoilé, le même soir que la préouverture du complexe hôtelier. Un événement plus intime réservé aux partenaires et à la presse. En sortant du restaurant, il s'était par hasard retrouvé à passer devant l'entrée des Voiles d'Or. Les photographes crépitaient, les flashs illuminaient les visages souriants de l'élite marseillaise. Il avait vu Juliette, vêtue d'une robe de soirée scintillante, au bras d'un homme élégant qu'il savait être son fiancé, Antoine Mercier, un héritier d'une famille d'armateurs. Elle était magnifique, inaccessible. Émile s'était arrêté un instant, comme un simple passant curieux. Son regard avait croisé celui de Juliette. Un frisson l'avait parcouru. Elle l'avait regardé un instant, sans le reconnaître. Juste un homme élégant, un visage inconnu dans la foule. Puis, son regard était passé à autre chose, vers d'autres flashs, d'autres sourires. Mais Émile avait vu une fraction de seconde d'interrogation dans ses yeux, une légère aisance. C'était suffisant. Il avait esquissé un sourire à peine perceptible. Il était là, et elle ne le savait même pas. Pendant les semaines qui suivirent, Émile continua à observer. Il apprit les moindres détails de la vie de Juliette, ses habitudes, ses amis, ses projets. Il découvrit qu'Antoine Mercier, son fiancé, était un homme d'affaires ambitieux, mais aussi un joueur invétéré, avec des dettes discrètes mais substantielles, un talon d'Achille. Il apprit aussi que la famille Dubois, malgré son apparence impeccable, avait quelques affaires louches, des investissements douteux dans des paradis fiscaux, des pratiques de contournement fiscal, des failles. Le moment était venu de passer à l'étape suivante. Un matin, Émile reçut par courrier une invitation somptueuse, imprimée sur du papier glacé. C'était pour le grand gala d'inauguration des Voiles d'Or, l'événement où Juliette serait l'hôte principal. L'invitation n'était pas nominative, mais adressée à Monsieur Delacroix, partenaire potentiel dans l'énergie renouvelable. Monsieur Jean avait ses entrées. Émile tenait l'invitation entre ses doigts, le papier lisse et froid. Ce n'était plus un rêve inaccessible, c'était une porte ouverte. Et il allait y entrer, non pas comme le garçon humilié, mais comme le fantôme de son passé, revenu hanter ses bourreaux. Le soir du gala, le grand salon de l'hôtel, les Voiles d'Or, scintillaient de mille feux. Les hauts plafonds reflétaient les lumières des chandeliers de cristal, la musique classique emplissait l'air, et l'élite marseillaise se pressait, verre de champagne à la main, dans un brouhaha élégant. Émile, dans un costume anthracite impeccable, entra, le cœur battant d'une étrange combinaison d'appréhension et d'excitation. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé. Il n'était plus le garçon qui avait trébuché et s'était couvert de ridicule. Il était Émile Delacroix, un homme d'affaires respecté, un nouveau venu sur la scène marseillaise. Il la vit presque immédiatement. Juliette. Elle était au centre d'un groupe, riant, son visage rayonnant sous les flashs des photographes. Sa robe d'un bleu nuit profond épousait parfaitement sa silhouette et ses cheveux relevés mettaient en valeur son cou gracile. Elle était la reine de la soirée, l'incarnation de tout ce qu'il avait autrefois aimé et qu'il avait ensuite détruit. À ses côtés, Antoine Mercier, son fiancé, affichait un sourire confiant, mais Émile pouvait déceler une pointe d'arrogance dans son regard. Émile se mêla à la foule, observant, écoutant. Il échangea quelques mots avec des connaissances de Monsieur Jean, des hommes d'affaires influents qui le saluaient avec respect. Il sentit les regards curieux se poser sur lui, les murmures discrets. Qui est ce jeune homme? On ne l'a jamais vu. C'était exactement ce qu'il voulait. Créer une aura de mystère, d'importance. Puis, leurs regards se croisèrent. Cette fois, ce fut différent. Juliette était en train de parler à un invité, son sourire figé sur ses lèvres. Elle le regarda, d'abord avec la même indifférence que la dernière fois. Puis, quelque chose changea dans ses yeux.
Une lueur d'incrédulité, suivie d'une surprise palpable, presque de la peur. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle le reconnut. Le choc était visible sur son visage, une légère pâleur s'installant sous son maquillage impeccable. Émile s'approcha, un sourire poli mais distant sur les lèvres. « Mademoiselle Dubois, un plaisir de vous revoir. Émile Delacroix. » Sa voix était calme, posée, sans la moindre trace de l'émotion passée. Il lui tendit la main. Juliette hésita un instant, puis la prit, sa main froide et tremblante dans la sienne. « Émile, c'est vraiment vous ?» Sa voix était un chuchotement à peine audible. « En chair et en os », répondit-il, son sourire ne trahissant rien. « Je suis ravi de voir que votre entreprise prospère. Ce complexe est impressionnant. » Antoine Mercier, qui avait observé la scène avec curiosité, s'approcha. « Juliette, tu connais ce monsieur ?» Juliette se reprit, un masque de froideur se reformant sur son visage. « Antoine, je te présente un ancien ami, Émile Delacroix. Émile, mon fiancé, Antoine Mercier. » Les deux hommes se serrèrent la main, un échange de regards tendus. « Je n'étais pas au courant que vous fréquentiez ce genre d'événement, Émile, » dit Juliette, tentant de retrouver son assurance, mais sa voix trahissait une pointe d'amertume. « Vous avez bien changé. Les gens changent, mademoiselle Dubois, » répondit Émile, son regard perçant. « Les opportunités aussi. » Il ne laissa pas de place à la conversation, s'éloignant poliment pour saluer d'autres invités, laissant Juliette et Antoine perplexes et mal à l'aise. Pendant le reste de la soirée, Émile observa Juliette. Il la vit se reprendre, essayer de paraître indifférente, mais il savait qu'il avait planté une graine de doute et d'inquiétude. Il la vit jeter des regards furtifs dans sa direction, son sourire moins spontané, son rire moins léger. Il avait réussi sa première mission. Il n'était plus le fantôme du passé, mais une présence bien réelle et potentiellement menaçante. Plus tard dans la soirée, alors qu'il discutait avec un magnate de l'immobilier, il entendit une conversation discrète entre deux invités. Ils parlaient de rumeurs concernant les finances d'Antoine Mercier, de dettes de jeu qui s'accumulaient. « Le vieux Dubois n'est pas ravi, » chuchota l'un. « Il paraît que son gendre a de sérieux problèmes de liquidité et que ça pourrait éclabousser les affaires familiales. » Émile écouta attentivement, un éclair dans les yeux. Le talon d'Achille d'Antoine Mercier n'était pas seulement une rumeur, c'était une réalité. Et cela pouvait être la clé pour ébranler l'empire Dubois. La nouvelle de la présence d'Émile au gala des Dubois se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles mondains marseillais. Le petit Émile, le mécanicien du panier, est devenu un homme d'affaires influent. Les rumeurs volaient, alimentées par la surprise et une pointe de jalousie. Juliette, elle, était rongée par l'incertitude. Elle avait essayé de balayer cette rencontre comme un simple hasard, mais le regard d'Émile, si différent, si sûr de lui, la hantait. Elle ne reconnaissait plus le jeune homme timide et passionné qu'elle avait si cruellement humilié. Émile, quant à lui, avait commencé à tisser sa toile. Grâce aux informations glanées, il avait discrètement investi dans une petite entreprise concurrente de l'une des filiales d'Antoine Mercier, spécialisée dans la logistique portuaire. Il avait injecté des fonds, modernisé l'équipement et commencé à attirer les clients avec des tarifs plus compétitifs et un service irréprochable. Ce n'était pas un assaut frontal, mais une pression sournoise, un grain de sable dans la machine bien huilée des Dubois Mercier. Antoine Mercier, d'abord amusé par ce petit nouveau, commença à s'irriter. Ses parts de marché diminuaient, ses bénéfices fondaient. Il tenta de découvrir qui était cet Émile Delacroix, mais les informations étaient rares, son passé mystérieux. « Ce type est sorti de nulle part », se plaignait-il à Juliette. « Il est trop agressif pour un débutant. Il y a quelque chose de louche. » Juliette, elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise. La coïncidence était trop frappante. Un après-midi, Émile reçut un appel. C'était Juliette. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Émile, il faut qu'on parle. Je sais que vous êtes derrière tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ?» Émile sourit. Le piège se refermait. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle Dubois. Je ne fais que mes affaires.
comme tout le monde. Il refusa de la rencontrer, la laissant mariner dans son anxiété. Il voulait qu'elle comprenne, qu'elle ressente ce sentiment d'impuissance qu'il avait éprouvé. Pourtant, au fond de lui, un léger doute commençait à s'installer. Est-ce que cette vengeance en valait la peine? Est-ce qu'il ne risquait pas de se perdre lui-même dans cette quête de représailles? Monsieur Jean l'avait prévenu. La vengeance peut te dévorer si tu n'y prends garde. Assure-toi que ton but est la justice, pas seulement la destruction. Émile repensa à son ancien lui, au jeune homme idéaliste. Il ne voulait pas devenir un homme sans cœur, juste une version inversée de ceux qui l'avaient blessé. Mais les informations qu'il continuait de glaner sur les Dubois renforçaient sa détermination. Il découvrait des pratiques commerciales douteuses, des pressions exercées sur des petits entrepreneurs, des arrangements secrets avec des politiciens locaux. Son humiliation n'était pas un incident isolé, mais un symptôme d'un système plus vaste, plus corrompu. La famille Dubois n'était pas seulement arrogante, elle était impitoyable. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il reçut un email anonyme. L'objet était simple, preuve. En pièces jointes, des documents scannés, des relevés bancaires, des contrats. C'étaient des preuves irréfutables, des dettes de jeu colossales d'Antoine Mercier, mais aussi des transactions financières suspectes, impliquant une société écran appartenant à Philippe Dubois, le père de Juliette. Des millions d'euros transitaient par des paradis fiscaux, des fonds potentiellement liés à des activités illégales. Émile fut stupéfait. Ce n'était plus seulement une histoire de cœur brisé. C'était bien plus grave. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il hésita puis décrocha. Une voix féminine, basse et pressée, se fit entendre. « Monsieur Delacroix, je sais qui vous êtes, et je sais ce que vous cherchez. Je peux vous aider, mais nous devons nous rencontrer discrètement. Je suis une amie de Juliette, et j'ai aussi beaucoup souffert à cause de cette famille. » Émile sentit son cœur faire un bond, une alliée inattendue du cœur même de la forteresse. La partie venait de prendre une toute autre dimension. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin, dans un café discret du quartier de Saint-Victor, loin des regards curieux. Émile arriva en avance, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Qui était cette femme? Une amie de Juliette? Une trahison au sein même du cercle intime des Dubois? Il était à la fois méfiant et curieux. Une femme élégante, aux cheveux châtains et aux yeux vifs, s'approcha de sa table. Elle avait l'air tendue, le visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur Delacroix, je suis Camille Leclerc. » Émile la reconnut. Elle était la cousine de Juliette, souvent présente aux événements familiaux, toujours en retrait, l'air un peu mélancolique. « Merci d'être venue, Camille. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Émile, sa voix calme. Camille posa son sac sur la table, ses mains tremblantes. « Ce n'est pas ce que vous pouvez faire pour moi, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. J'ai vu ce que Juliette vous a fait il y a 2 ans, et je sais que ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi. Ma cousine a toujours été cruelle, parfois, mais la famille Dubois, c'est bien plus que ça. » Elle sortit de son sac une clé USB. Mon père a travaillé pour Philippe Dubois pendant 30 ans. Il était son bras droit, il a tout vu, tout entendu, et il a tout documenté. Quand il a voulu dénoncer leurs pratiques, ils l'ont ruiné, l'ont discrédité, et il a fini par mourir d'une crise cardiaque, le cœur brisé. J'ai hérité de ces dossiers, des preuves de corruption, de chantage, de détournement de fonds, des choses qui pourraient faire tomber tout leur empire. Émile écouta, sidéré. Ce n'était plus une simple vengeance personnelle. C'était une quête de justice à grande échelle. La révélation de Camille confirmait ses propres découvertes, mais allait bien au-delà. Les Dubois n'étaient pas seulement des hommes d'affaires impitoyables, ils étaient des criminels. « Pourquoi moi ?» demanda Émile. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que vous êtes le seul à avoir osé les défier, » répondit Camille, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Et parce que je vois en vous le même feu que mon père. Vous êtes intègre, Émile, malgré tout ce que vous avez vécu. Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la justice pour mon père, et je pense que vous aussi. » Émile prit la clé USB. Son regard se posa sur Camille.
une lueur de respect dans ses yeux. Il réalisa que sa propre humiliation, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'une petite pièce du puzzle. Le vrai combat était contre l'injustice systémique, contre ceux qui abusaient de leur pouvoir. Son plan de vengeance personnelle lui semblait soudain mesquin, insuffisant. Il ne voulait plus seulement faire souffrir Juliette, il voulait démanteler le système qui l'avait rendu ainsi et qui avait broyé tant d'autres. Pendant les jours qui suivirent, Émile et Camille travaillèrent sans relâche, analysant les documents, recoupant les informations. Ils découvrirent l'ampleur des manigances de Philippe Dubois, ses liens avec la pègre locale, ses pressions sur les élus, ses fraudes fiscales massives. Antoine Mercier, le fiancé de Juliette, était lui aussi impliqué, utilisant les fonds de la famille pour couvrir ses dettes de jeu et blanchir de l'argent. Juliette, quant à elle, sentait l'étau se resserrer. Les affaires d'Antoine périclitaient. Son père était de plus en plus tendu et l'ombre d'Émile planait sur tout. Elle commença à douter, à se poser des questions sur la véritable nature de sa famille, sur les secrets qu'on lui avait toujours cachés. Elle voyait les fissures dans le vernis parfait de leur vie. Le plan d'Émile et Camille prenait forme. Il ne s'agissait pas de ruiner les Dubois, mais de les exposer au grand jour, de les livrer à la justice. Ils avaient suffisamment de preuves pour alerter les autorités compétentes et les médias. Mais avant cela, Émile voulait une dernière confrontation, pas pour se venger, mais pour qu'elle comprenne. Un soir, Émile envoya un message cryptique à Juliette, un simple SMS. « Rendez-vous à la crique des Figuiers, demain au lever du soleil. L'endroit où tout a commencé et où tout va finir. La crique des Figuiers, leur lieu secret, celui de leur premier rendez-vous volé. Le lieu de l'innocence perdue, le lieu où la vérité allait éclater. Le soleil se levait à peine sur la Méditerranée, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, lorsque Juliette arriva à la crique des Figuiers. L'air frais du matin piquait sa peau, mais c'était le froid de l'appréhension qui la glaçait le plus. Émile était déjà là, debout sur les rochers, le regard perdu dans l'horizon. Il portait un simple jean et une chemise, son élégance habituelle ayant fait place à une sobriété déconcertante. « Vous êtes venu ?» dit Émile, sans se retourner. Sa voix était calme, sans la moindre trace d'amertume ou de colère. « Vous m'avez demandé de venir, » répondit Juliette, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que vous voulez, Émile ? Vous avez déjà fait assez de mal. Mon père est au bord de la crise de nerfs. Antoine perd tout. Est-ce que c'est ça votre vengeance? Nous détruire ?» Émile se retourna enfin, son regard perçant plongeant dans le sien. « Détruire? Non, Juliette. Je veux que la vérité éclate. Je veux la justice. » Il fit un pas vers elle. « Vous vous souvenez de cette nuit, au bal? Vous m'avez humilié, moqué, devant tout le monde. Vous m'avez traité comme un moins que rien. J'étais un jouet, n'est-ce pas? Le petit mécanicien naïf qui avait osé croire à une histoire d'amour impossible. » Juliette baissa les yeux, le visage pâle. J'étais jeune, stupide. J'ai été influencé par mes amis. Je suis désolé, Émile, vraiment. Désolé? Émile sourit amèrement. Votre désolé ne m'a pas rendu mes rêves brisés, ma dignité bafouée. Votre famille a ensuite veillé à ce que je ne puisse plus jamais me relever, bloquant mon apprentissage, me fermant toutes les portes. Mais ce n'était pas suffisant pour vous, n'est-ce pas? La cruauté est une maladie, Juliette, et elle est contagieuse dans votre famille. Il sortit de sa poche une petite clé USB et la tint entre ses doigts. Ceci, ce n'est pas seulement ma vengeance, c'est la preuve que votre père est un escroc, un corrupteur, un homme qui a bâti son empire sur le dos des autres. Votre fiancé, Antoine, est un joueur endetté qui blanchit de l'argent pour votre père. Votre monde, Juliette, n'est qu'une façade de mensonges et de corruption. Juliette le regarda, les yeux écarquillés d'horreur. Non, c'est impossible. Mon père, il est un homme d'affaires respecté. Respecté ou craint? Émile secoua la tête. J'ai les preuves. Camille, la cousine de votre père, m'a tout donné. Les dossiers de son propre père, que votre famille a ruinés pour le faire taire. Mon humiliation n'était qu'un avant-goût de la façon dont votre famille traite ceux qu'elle considère comme inférieurs ou gênants. Au même instant,
des bruits de pas se firent entendre. Des journalistes, alertés anonymement, apparurent sur la plage, leurs caméras braquées sur Émile et Juliette. Derrière eux, des policiers en civil s'approchaient discrètement. Le plan de Camille et Émile était en marche. Émile se tourna vers les caméras. Citoyen de Marseille, la famille Dubois a bâti sa fortune sur la corruption et le mensonge. J'ai ici les preuves irréfutables de leurs agissements. Il est temps que la justice soit rendue. Il brandit la clé USB. Le visage de Juliette se décomposa. Elle comprit tout. L'ampleur de la trahison, la profondeur des mensonges, la chute imminente. Les flashs crépitaient, les questions fusaient. La nouvelle allait faire la une de tous les journaux. L'empire Dubois s'effondrait sous ses yeux. Les policiers s'approchèrent, demandant à Émile de les suivre pour recueillir son témoignage et les preuves. Avant de partir, Émile jeta un dernier regard à Juliette, qui se tenait là, seule, au milieu des rochers, son monde en ruine. Elle était brisée, comme il l'avait été autrefois. « Émile » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, les larmes coulant sur ses joues. « Est-ce que vous êtes heureux maintenant ?» La question flotta dans l'air, pleine d'une douleur profonde, remettant en question la nature même de sa vengeance et son propre futur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. Les révélations d'Émile et les preuves fournies par Camille firent l'effet d'une bombe. Philippe Dubois fut arrêté pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent. Antoine Mercier, son gendre, fut également mis en examen. L'empire Dubois, autrefois inébranlable, s'effondrait sous le poids des scandales. Les voiles d'or, le fleuron de leur fortune, furent saisis. Émile, désormais figure publique, fut salué comme un héros par certains, un justicier par d'autres. Mais au fond de lui, la victoire n'avait pas le goût sucré de la vengeance qu'il avait imaginée. Il y avait un vide, une mélancolie. La satisfaction de la justice était là, certes, mais la destruction de vie, même celle qui l'avait blessé, laissait un arrière-goût amer. Juliette avait tout perdu. Sa fortune, son statut social, son fiancé et surtout ses illusions. Elle avait vu son père, l'homme qu'elle avait idolâtré, menotté. Elle avait compris la noirceur de son monde, la superficialité de ses amis, la cruauté dont elle-même avait fait preuve. Elle était devenue une paria, rejetée par ceux qui l'avaient autrefois adulée. Quelques semaines plus tard, Émile reçut une lettre manuscrite. C'était de Juliette. Elle ne demandait pas pardon. Elle ne cherchait pas de rédemption. Elle reconnaissait ses torts, la douleur qu'elle lui avait infligée et l'ampleur de l'injustice de sa famille. « Vous aviez raison, Émile », écrivait-elle. « Mon monde n'était qu'un château de cartes. J'espère un jour pouvoir me reconstruire, loin de tout ça, et peut-être un jour faire quelque chose de bien de ma vie. » Émile rangea la lettre, un soupir lui échappant. Il n'éprouvait plus de haine, juste une profonde tristesse pour le gâchis, pour les vies brisées. Il avait obtenu sa justice, mais il avait aussi appris que la vengeance ne comblait pas le vide. Seule la construction, la contribution pouvait le faire. Avec l'aide de Monsieur Jean et de Camille, Émile utilisa sa nouvelle influence et sa fortune pour créer une fondation. Une fondation dédiée à aider les jeunes talents des quartiers défavorisés, à leur offrir des bourses d'études, des formations, des opportunités que les Dubois lui avaient refusées. Il voulait briser le cycle de l'injustice, transformer sa propre douleur en une source d'espoir pour d'autres. Un après-midi, alors qu'il visitait un centre de formation qu'il avait financé, il vit un jeune homme, le visage marqué par la timidité et la frustration, se faire rabaisser par un groupe de jeunes plus âgés. Le garçon, visiblement talentueux en mécanique, venait de se faire voler ses outils. Émile reconnut la scène. C'était lui, il y a 2 ans. Il s'approcha, son regard doux mais ferme. « Ça va, mon gars ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris. « Ils m'ont pris mes outils, monsieur. Ils disent que je ne suis pas à ma place ici. » Émile sourit. « Je sais ce que ça fait. Mais tu sais quoi ? C'est quand on te dit que tu n'es pas à ta place que tu dois prouver le contraire. Viens avec moi. On va trouver de nouveaux outils. Et on va te montrer comment construire ton propre chemin, loin de ceux qui veulent te rabaisser. »
Il posa une main réconfortante sur l'épaule du jeune homme, un geste de gentillesse, de compréhension. Le cycle de la bonté commençait, alimenté par la douleur passée, transformée en force. Cher auditeur, cette histoire d'Émile nous rappelle que la vie est une suite de choix. Comment réagis-tu face à l'injustice? Est-ce que la douleur te consume ou te forge? Émile a choisi de transformer sa blessure en une force, non pas pour détruire, mais pour construire un monde plus juste. Réfléchis un instant. Comment traites-tu les invisibles autour de toi? Quelle est la valeur de l'empathie, de la gentillesse, de la justice dans ton propre quotidien? Si cette histoire t'a touché, si elle a résonné en toi, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour partager tes impressions. Partage cette histoire avec quelqu'un qui, selon toi, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de résilience. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Ton soutien nous aide à continuer à raconter ces récits qui nous rappellent la force de l'esprit humain. Merci d'avoir écouté.